On revient pour la suite avec nos chers invités Robert Kosiga Kwete, Ashraf Sama et puis Francisco Napokura. La question de la sécurité et de la lutte contre les groupes djihadistes a été plutôt au cœur des discussions des deux hommes. Je vais parler de Assimi Goïta et Ibrahim Traoré. Une visite qui intervient alors que les attaques se multiplient dans le nord du Burkina Faso ainsi que dans le centre et le nord du Mali. Alors, Ibrahim Traoré a réservé sa première visite à Bamako. Robert Kosiga, en fait, on vous retrouve. Cela a sans doute un sens. Non, comme son prédécesseur Damiba aussi pour la première fois, pour sa première sortie était au Mali. Tout comme lui, il est normal que, étant voisin et connaissant les mêmes problèmes sécuritaires, il puisse visiter son grand frère Assimi Goïta, grand frère dans le sens où le Mali, il était au pouvoir avant lui. Et donc, il est parti peut-être d'abord faciliter alors les ententes entre les deux pays et puis éventuellement parler sécurité et puis surtout de ces Burkinabés qui aujourd'hui ont migré vers le Mali. Il est normal qu'il visite Assimi Goïta. Assimi Goïta qui a un peu de l'expérience dans ce combat contre les terroristes, il est normal qu'il aille chez lui. Surtout qu'ils sont tous deux militaires, ils peuvent parler sécurité et puis la reconquête de leur territoire qui urge aujourd'hui. Nous savons que le Burkina Faso a perdu pratiquement 40% de son territoire et ces territoires-là sont juxtaposés à ceux du Mali et donc il est tout à fait normal qu'il aille chez lui. Maintenant, en dehors du question sécuritaire, ils peuvent aussi parler des relations bilatérales entre les deux pays. C'est tout à fait normal. Entre deux militaires, ils peuvent alors bien se comprendre dans leur jargon et savoir comment lutter contre ceux qui Sarkozy a envoyé détruire l'Afrique, puisque c'est Sarkozy qui a organisé tout ça. L'OTAN, ce fameux OTAN qui est venu détruire la Libye et n'a pas alors joué le service après-vente et qui nous a lâché une bombe que constituent alors ces bandits enturbanés qui sèment le désarroi un peu partout en Afrique de l'Ouest aujourd'hui. On ne peut que souhaiter bon vent et à Traoré et à Assimi Goïta pour que vivement ils puissent trouver une solution pour contrer ces gens-là. Seulement qu'on ne sait pas si Traoré sera tenté à expérimenter Wagner ou la coopération suisse. Il a déjà dit non. Ah oui, parce que déjà, si vous voyez, les États-Unis a déjà sorti le Burkina Faso de la Goa. Moi, je dis, c'est une menace pour lui dire, ok, plus tu vas vers la Russie, il y en aura d'autres. Aujourd'hui, l'Occident fait une publicité pour la Russie. Que ce soit Macron, que ce soit les États-Unis et les autres pays, ils parlent trop de la Russie, de sorte que l'Africain aujourd'hui est intéressé à voir ce qui se trouve en Russie pour eux. Donc aujourd'hui, je crois que fidéliser aussi ces relations avec la France seule n'est pas bonne. Il faut aussi diversifier alors les partenariats pour que voilà, ils puissent venir à bout de ces terroristes-là. Alors, avant de donner la parole à Francisco Napokura, on va écouter le président burkinabé ou bien le chef de la junte burkinabé, Ibrahim Traoré. C'est une visite de courtoisie et d'amitié envers un peuple frère. Et le plus important pour nous dans la situation actuelle, c'est le défi sécuritaire. Donc avec ce peuple, on est venu échanger comment renforcer nos coopérations militaires et pouvoir mieux mener nos opérations et sécuriser nos populations. C'est un pays frère, comme je vous l'ai dit, et nous partageons, vous le savez bien, une très large frontière. Ça fait 1200 km qui sont entre nous et on a beaucoup d'échanges de populations, c'est les mêmes peuples, donc c'est un choix normal. Les images, en tout cas, moi, j'ai la remarque. Alors, Francisco Napokura, c'est un pays frère. Lutter contre le terrorisme, le djihadisme, avec si on peut le dire, des stratégies différentes. On le voit, le Burkina Faso opte pour les Burkinabés. On sait que le Mali est appuyé par non seulement les FAMA, mais également des instructeurs russes. Oui, vous savez, tout d'abord, c'est une lutte
surtout dans le Sahel. Le Mali ne peut pas le faire isolément, ni le Burkina, ni également le Niger. Et bien sûr, c'est en collaboration avec et la Mauritanie et aussi l'Algérie, avec bien sûr l'aide également des pays côtiers qui les entourent, qui sont des pays frontaliers, que cette lutte va être efficace. C'est pas comme cela se présente aujourd'hui. On a l'impression que le Niger, par exemple, se veut un enfant propre vis-à-vis surtout des Occidentaux. Et vous allez constater que ce voyage, en fait, d'une part, c'est pour mettre en confiance les populations burkinabées qui vont sentir que, en fait, leurs présidents, sinon leurs autorités, sont en train, n'est-ce pas, de s'inspirer peut-être du modèle malien. Du modèle malien. Qu'on le veuille ou pas, on ne peut pas arriver à cette lutte avec les seuls partenaires. Il faut différencier les partenaires avec les moyens, c'est obligatoire. Quelles que soient les menaces qui nous viennent, même que ce soit des États-Unis ou de la France, de l'Europe, il faut obligatoirement diversifier les partenaires et les moyens. Et ils l'ont dit, les dirigeants burkinabés, nous sommes déjà en partenariat avec la Russie, avec les États-Unis, avec d'autres pays, sauf qu'ils ont mis une croix plutôt, j'allais dire, sur Wagner. Oui, bon, les gens donnent l'impression, comme si c'est aujourd'hui que nos pays sont en relation militaire avec la Russie. Quand vous prenez nos armées, les armes les plus faciles, les plus simples qu'on utilise sur le terrain, c'est les Kalachnikov. Ou c'est les armes coréennes, les FAK, les fusils d'assaut coréens. C'est ça que la majorité utilise. Donc, et puis, quand vous voyez les procédures de vente d'armes entre pays, vous avez vu la dernière fois quand Macron était au Bénin, il a bien dit que le Bénin n'a pas une procédure, donc il fallait nommer un général ou bien un officier français qui va être intermédiaire et autres, avec des complications, et au final, on vous livre avec retard et on vous livre le matériel, même si c'est des hélicos, si c'est des avions de chasse, c'est même des chars, c'est des choses pourries qu'on vous donne. Alors que quand c'est des coopérations avec Russie pour vendre des armes, c'est des armes, des véhicules neufs qu'on vous envoie sur le terrain. Et ils n'ont pas la chose. Si vous demandez les hélicos, vous aurez les hélicos de combat. Si vous demandez les chars, vous en aurez. Donc, c'est le problème qui se pose avec l'Europe et l'Union européenne. Quand vous voyez tout ce qu'ils ont mis et tout ce qu'ils continuent de mettre à la disposition de l'Ukraine pour lutter contre Vladimir Poutine, c'est que l'Afrique ne vaut rien pour eux. Mais pourquoi ils continuent de menacer l'Afrique à chaque instant que les gens veulent, disons, diversifier la coopération? Vous n'allez pas pouvoir acheter, vous n'allez pas pouvoir, vous n'allez pas pouvoir acheter facilement les drones français ou les drones américains. Mais les drones turcs, c'est très facile. Et c'est très rapide de les acheter parce que c'est aussi moins cher. Donc, voilà les complications dans les procédures d'achat d'armement et de formation, donc qui ne favorisent pas l'Afrique et qui retardent également, et puis avec les moyens de paiement. Vous allez voir, pour les paiements, c'est complexe, c'est compliqué, avec le trésor français, des trucs de convertibilité. Non, il faut qu'on sorte de ces schémas classiques pour pouvoir répondre rapidement à nos besoins de sécurité. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de pays qui ont cette couleur-ci. C'est Wagner que les gens doivent toujours comme des mercenaires. Il y en a pire. Quand vous voyez en Ukraine, il y a des militaires américains qui ont juste démissionné de l'armée et qui sont partis pour combattre en Ukraine. Mais c'est des mercenaires à partir du moment où ils ne vont pas dans le cadre officiel d'une mission d'un pays, mais que ce soit des retraités ou des démissionnaires
ou des volontaires, des anciens qui vont, c'est aussi des mercenaires, il faut les appeler par leur nom. Donc, quand la chose provient des Américains ou choses, eux, ils savent le nom qu'il faut donner pour embellir. Mais lorsque ça ne vient pas d'eux, ça vient de la Chine, ça vient de la Russie, et ça devient ils sont des mercenaires, ce n'est pas normal. Alors peut-être après ce voyage, il ira au Niger, au Togo ou bien en Côte d'Ivoire. Vous voyez un peu le regard parce que c'est ce que Damiba avait fait. Sa première visite, c'était à Bamako. On a vu la suite. Alors, il a parlé d'amitié. Il dit ce sont deux pays frères. Est-ce qu'au-delà de cela, vous voyez d'autres choses? Non, mais c'est indéniablement, personne ne peut le nier ici. C'est deux pays frères. Ils ont presque tous les mêmes problèmes. Les mêmes problèmes. Il l'a dit brièvement. Ils partagent 1200 kilomètres de frontières. Nous savons très bien que ces deux pays qui sont en état de déliquescence avancée, 40% du territoire qui n'est pas maîtrisé par l'État central, c'est autant de problèmes qui minent les deux pays. Et donc, c'est tout à fait normal qu'ils se déplacent pour aller voir la junte malienne qui connaît aussi les mêmes problèmes. C'est le début aussi d'un marathon diplomatique aussi qui ne dit pas son nom. Vous l'avez dit, probablement que son agenda est quand même chargé. Il ira à Niamey, parce que c'est un pays aussi qui partage également les mêmes problèmes, que ce soit en Côte d'Ivoire, au Togo. Bon, moi je crois que mon aîné l'a dit, le Burkina Faso ne peut pas faire face au terrorisme isolement. Il faut une convergence des efforts des uns et des autres. Moi, je suis toujours le premier à le dire ici, qu'il faut renforcer les mécanismes de sécurité collective régionale sur le fondement de la Charte des Nations Unies, ce qui nous permettra de coordonner nos activités militaires et de juguler le mal. Donc, aujourd'hui, on ne peut qu'accompagner Ibrahim Traoré puisqu'il vient d'arriver pour essayer de relever les défis. Bon, maintenant, pour revenir à la diversification des partenariats, bon, je crois que ça ne date pas d'aujourd'hui. Je crois qu'en vertu du principe de la souveraineté, tous les États ont le droit de diversifier des partenariats, d'aller signer des contrats des uns des autres. Mais moi, je mets en garde aussi les États africains contre l'infantilisation qui peuvent aussi venir. Parce qu'aujourd'hui, lorsque vous essayez d'écouter les discours des panafricanistes les plus convaincus ou des dirigeants, souvent, on a comme l'impression, comme on le dit, on veut changer de maître. Donc, je crois que cette transition-là ne doit pas prendre cette forme apparente-là. Il faut assumer des responsabilités si on veut diversifier des partenariats. Il faut des partenariats gagnant-gagnant pour employer la fameuse formule de Laurent Gbagbo. Donc, aujourd'hui, il y a quand même des points de divergence et des points de convergence. Lorsqu'on prend des points de convergence, on sait très bien que c'est bon. Je l'ai dit, ils ont tous les mêmes problèmes. Mais les points de divergence, c'est que le Mali est dans une forme de rupture totale avec l'Occident, je veux parler de la France, alors que le Burkina Faso est dans une position beaucoup plus souple. Ils sont si la rue gronde, il faut le préciser. Oui, même si la rue gronde, ils sont dans une sorte de continuité. Ils l'ont dit qu'ils ne sont pas dans une sorte de rupture. La France demeure quand même un partenaire traditionnel. Il a toujours mis en garde aussi les manifestants de ne pas s'en prendre aux intérêts français. Moi, je crois que c'est la position la plus convenable, parce que lorsqu'on arrive à la tête d'un pays à son jeune âge, je crois qu'il a 34 ans, donc il doit quand même prendre ses responsabilités et éviter aussi de se mettre à dos un certain nombre de pays. Donc, tout ce que moi je peux le demander, c'est de donner beaucoup plus de pouvoir aussi à son Premier ministre, parce que nous sommes dans un état d'exception. Oui, certes, ils sont arrivés par coup d'État, mais on ne doit pas considérer le Premier ministre comme un personnage fantoche qui n'a pas de pouvoir et tout ça. Oui, certes. Il a plus le côté social. Il a plus. Ibrahim Traoré aura le côté sécuritaire. Le côté sécuritaire. Pourvu qu'il arrive à dérouler son agenda, qu'il puisse atteindre ses objectifs, c'est extrêmement important, vu l'état dans lequel le Burkina se trouve aujourd'hui. Alors, l'objectif, c'est la lutte contre les groupes djihadistes. En quoi faisant concrètement
en mutualisant leurs en mutualisant leurs forces et en développant ensemble des stratégies de défense. Comment ces stratégies peuvent se faire dans la mesure où... Vous savez que le Mali appartenait au groupe G5 avant G5 Sahel avant de démissionner. Mais le Mali se dit disponible à travailler avec tout pays qui veut mettre qui veut lutter contre le terrorisme. Donc ils peuvent mutualiser leurs forces, surtout au niveau de leurs frontières, pour bouter dehors les terroristes. Parce que vous savez que le Mali a les mêmes problèmes sécuritaires que le Burkina Faso. Sauf que Burkina Faso, les terroristes dominent plus que le Mali, parce qu'on nous dit qu'au Mali, les territoires peut-être abandonnés, la grande partie est en train d'être récupérée par les FAMA et Wagner. Et donc, il faudrait que les mêmes choses se passent au niveau du Burkina Faso, qui ne maîtrise plus tellement vraiment sa suprématie sur les terroristes. Donc aujourd'hui, il va falloir que ils mutualisent leurs forces, peut-être même échanger peut-être sur des stratégies, sur les techniques de combat et autres, parce que le terroriste, comment l'identifier aujourd'hui? C'est difficile. Le terroriste est dans pratiquement plusieurs familles, de toutes les familles du Burkina Faso, on peut trouver des terroristes. C'est parce que, vous savez, ils n'ont plus la maîtrise de leur territoire. Donc, et puis, paraît-il que dans l'armée burkinabé, il y a peut-être cette affaire de division, qu'il y a insubordination et autres. Donc, je crois qu'il doit travailler d'abord à unifier son armée, puisque quand l'armée va aller va s'ancrer dans la division, c'est dire que la lutte est perdue d'avance. Donc il va d'abord unifier alors tous les clans de cette armée-là pour pouvoir aller contre les terroristes. Ensuite, les nouveaux recrues, je crois, 5 000... Il a parlé de 3 000 soldats et de 5 000 supplétifs. Voilà, tout ça là, il faudrait qu'il y ait une unicité d'action pour être plus fort que les terroristes. Ensuite, il faut que les mesures sociales soient plus développées pour venir en aide à ces populations qui alors n'ont plus leur terre de culture, n'ont plus cette sécurité pour développer leur activité commerciale et tout. Et puis, il faut aussi récupérer ces territoires-là, puisque ces mêmes personnes qui sont aujourd'hui parties en exil reviennent occuper leurs terres et que les structures de l'État puissent alors revenir sur ces lieux-là et continuer par servir les populations. C'est ça, je crois, le plus primordial. Alors, Francisco Napokura, c'est ça l'objectif, récupérer les territoires occupés par les djihadistes au Burkina Faso. L'objectif également, c'est aller au nord du Mali et lutter contre les groupes terroristes. Il faut dire que 2 groupes se battent actuellement au nord du Mali. Mais à côté, on voit le Niger qui est aidé par Barkhane, nous dit-on, et qui repousse les terroristes. Ces terroristes fuient finalement le Niger et viennent soit au Burkina Faso ou bien au Niger. Cette zone, dite zone des 3 frontières, elle est donc une zone qui est très menacée. Comment ces 2 ou 3 pays peuvent travailler ensemble pour lutter contre le terrorisme? Oui, ça, on l'avait déjà dit, que l'efficacité de la lutte contre le... Bien. Maintenant, c'est cette efficacité qui repousse également les mercenaires vers le Burkina et le Niger avec la zone des 3 frontières. Mais on voit que le Niger étant un enfant docile de la France, et qui a accepté de prendre la charge, parce que je vous dis que la gifle flagrante que le Mali a donné à la France, d'accord, c'est l'esclave qui a giflé le maître. Et ça, ils ne l'ont jamais accepté. Et parce que je vous ai dit que alors, Francisco, pour le déployer contre le terrorisme, parce que pour certains Nigériens, Barkhane aussi est en train de faire du bon boulot. La preuve, avec l'appui... Oui, pour que le Niger, les populations nigériennes ne renvoient pas Barkhane encore, parce que là, quand on va les renvoyer de là, ils n'auront plus de terre. Donc, ils sont obligés d'être efficaces dans ce
dans ce carré pour être aussi chose. Pour vous, ils n'ont pas été efficaces au Mali. Non, la preuve, ils étaient venus pour quelques mois, ils ont fait ils ont fait des années. Ils étaient venus pour quelques mois. Mais ils ont fait, quand ils sont arrivés, ils ont mis le pays en deux. Ils ont dit, n'allez pas ici. Nous-mêmes, on voit la Zawad. Et puis rester dans votre... Donc c'est comme ça qu'ils ont contribué à faire propager. Elles sont parties depuis quelque temps, mais la zone n'est toujours pas occupée par les femmes. Oui, mais ce n'est pas vrai. Combien d'années ils ont mis presque 10 ans pour occuper, et pour donner l'occupation aux groupes armés qui ont pris de la douceur en exploitant, en érigeant leur impôt, en exploitant le sous-sol. Mais ce n'est pas facile pour eux de déguerpir de sitôt. Et puis, les terroristes, il a dit tout à l'heure que c'est dans les familles. C'est des gens qui beaucoup sont connus par les populations, même par nos forces d'interposition, nos forces onusiennes et autres. Et donc, quand vous les traitez bien, ils ne vous font pas de problème. Vous parlez quand on dit aujourd'hui qu'il y a eu attaque ici, et que demain RFI ou on dit l'armée, l'état-major dit oui, il y a telle attaque, c'est tel groupe qui l'a fait. Non, c'est des chefs djihadistes qui collaborent, est-ce que vous voyez, qui collaborent avec les forces onusiennes et autres. C'est eux qui donnent ces indications. Sinon, on ne saurait jamais si la personne ne revendique pas. Donc voilà, pour lutter efficacement, bien sûr, la force Barkhane aujourd'hui est en train de faire les merveilles au niveau du Niger. Il faut que ça continue. Maintenant, ceux qui aussi font les merveilles de l'autre côté au Mali, il faut qu'on les laisse aussi travailler. Et maintenant que le Burkina puisse également s'inspirer pour aussi mener sa lutte pour occuper, s'en inspirer pour occuper son territoire. C'est tout ce qu'on veut. Et pour qu'il y ait la paix dans ces zones, qu'on consacre du temps au développement et non qu'on soit dans l'économie de guerre. Ce n'est pas normal. Alors Ibrahim Traoré, aujourd'hui, il est à la croisée des chemins parce que 40% de son territoire récupéré par ces djihadistes, il va falloir lutter ardemment, collaborer non seulement avec le Mali, on l'a vu avec cette visite, mais également avec d'autres nations. Le Niger, on l'a dit, et tisser plutôt d'autres partenariats. Oui, mais je crois qu'on a parlé de la dictature de l'urgence l'autre fois. Et aujourd'hui, je crois que le Burkina Faso a des moyens quand même assez limités pour se lancer sur tous les fronts. Mais le défi sécuritaire demeure quand même prioritaire. Si aujourd'hui on veut avoir des résultats tangibles sur ce point-là, ils n'ont pas de choix. Je crois que le Burkina Faso, Ibrahim Traoré, part avec un avantage. Parce que le Mali est dans une situation un peu compliquée. C'est-à-dire, hormis les attaques terroristes également, il y a des mouvements sécessionnistes. Ouais. Sécessionnistes au Mali, où des gens réclament fort l'indépendance. Alors qu'au Burkina Faso, il n'y a pas ces mouvements-là qui réclament disons, la séparation. Au Mali, peut-être c'est quelqu'un qui serait derrière. Oui, certes, on peut avoir des influences extérieures, mais bon, quand on n'a pas la preuve de ce qu'on avance, je crois que moi, ce n'est pas légitime de ne pas avancer. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que Ibrahim Traoré est dans une situation extrêmement compliquée aujourd'hui. Et moi, je me félicite quand même d'une chose, de ne pas rompre avec les partenaires traditionnels. Les partenaires traditionnels, que ce soit les États-Unis, la France et d'autres pays. Donc il ne faut pas être dans une situation de défiance permanente. Ces pays-là peuvent toujours nous venir en aide. Donc pour revenir au Mali aujourd'hui, c'est que certes, ils étaient au niveau du G5, ils ont contesté à un moment donné. Ils sont sortis, donc il faut rechercher. Ils ont dit qu'ils sont toujours ouverts. Oui, ils sont toujours ouverts. Ça, c'est un langage politique. Ça, c'est un langage ils peuvent être ouverts, Ashraf. Oui, non, ils peuvent être. C'est un langage politique, mais aujourd'hui... Ils ont souligné en tout cas les points de manquement au niveau du G5. Oui, c'est la coordination. Ouais. C'est pour cette raison qu'on dit que la coordination, les mécanismes de la sécurité collective régionale doivent se faire dans les règles de l'art. Dans les règles de l'art. Je crois que dans les autres contrées du monde, on a eu des résultats avec ces mécanismes-là. Pourquoi ces mécanismes ne peuvent pas avoir des résultats
en Afrique, quand on sait très bien qu'il y a un fondement légal et qu'il faut se fonder sur la Charte des Nations Unies pour opérationnaliser ces luttes antiterroristes. Donc, tout ce qu'on peut demander, c'est que le président Que cette Traoré visite puisse porter ses doit fruits. porter ses fruits, et le président lui-même doit faire preuve d'intrépidité, faire preuve de résilience, parce que il dirige un pays aujourd'hui qui est dans une situation très difficile, et il doit vraiment avoir de la force pour surmonter tous les défis qui s'imposent au Burkina Faso aujourd'hui. Allez, on marque la pause cette fois-ci pour le journal. On vous retrouve juste après.